horrible. Oh. Bon allez, on continue. Salut les curieux, nouvelle vidéo, nouveau concept. Je vais vous raconter l'histoire d'un film qui m'a fait grave bader quand j'étais adolescent, en 2009. C'est le film Esther. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous le conseille. Alors Esther, c'est un film d'horreur américano-canado-germano-français réalisé par John Colette Serra. Ce long métrage raconte l'histoire d'un couple qui vient de perdre son enfant et qui souhaite adopter. Alors rapidement l'histoire, le synopsis. En se rendant dans un orphelinat près de chez eux, le couple a un coup de cœur pour une fillette de 9 ans prénommée Esther. Celle-ci semble plus spéciale que les autres, mais une fois arrivée au domicile de sa nouvelle famille, les choses ne vont pas se passer comme prévu. En s'intéressant à son passé, la mère de famille découvre que l'ancien orphelinat où était placée la jeune Esther est en réalité un hôpital psychiatrique estonien et qu'elle a pas 9 ans, mais 33 ans. Et oui, Esther est atteinte d'une rare maladie se nommant le syndrome d'Highlander. Donc elle paraît beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est. Et elle est aussi une grosse psychopathe qui va essayer de pécho son père adoptif et de tuer sa mère et ses frères adoptifs. C'est bien chelou. Enfin bref, je vous dis tout ça car cette histoire incroyable et sordide tire son origine d'une vraie histoire qui avait fait beaucoup de bruit en République tchèque durant l'année 2007 et 2008, celle de l'affaire Kurim. Et vous allez voir, la réalité est 100 fois pire que la fiction. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes le 7 mai 2007. Édouard T, à Kurim, en République tchèque, connecte son babyphone sur sa télévision afin de surveiller son bébé. Mais ce qui apparaît sur l'écran n'est pas son bébé. Il voit un enfant menotté, mangeant à même le sol, avec parfois une main de femme qui vient le nourrir. Il réalise alors qu'il a capté le signal d'une autre caméra. Et il se met à chercher de quelle maison ça vient. Forcément, premier réflexe, il appelle la police. La police trouve la maison, et les agents filent à toute vitesse sur les lieux. Et là, les policiers trouvent 2 femmes et 3 enfants, dont un petit garçon de 8 ans, Ondrej, enfermé dans le placard, à côté d'un seau pour faire ses besoins. Les 2 autres enfants étaient Yacoub, 10 ans, et Anna, 12 ans. Retenez bien ce prénom. Et les 2 adultes, donc les 2 femmes, étaient des sœurs Clara et Katerina Moerova. Les policiers arrêtent donc la mère, Clara, et sa sœur, et les enfants sont placés dans un foyer pour enfants. Cependant, Anna finit par s'enfuir. Voilà, maintenant, accrochez-vous bien, ça commence tout de suite. Flashback. Revenons en 2005. Clara Moerova est une mère célibataire, elle a 2 enfants, Ondrej, 6 ans, et Yacoub, 8 ans. Elle élève ses enfants dans de bonnes conditions, mais cette vie paisible va être ébranlée quand la sœur de Clara, donc Katerina, leur rend visite accompagnée d'une jeune fille de 13 ans, Anna Jargiven, donc qui est une orpheline norvégienne maltraitée et très malade, qui est sous la protection d'une organisation secrète. Clara, en bonne samaritaine, prend Anna sous son aile. La petite fille, la petite Anna, souffre de plusieurs maladies. Elle est atteinte de leucémie, d'insuffisance rénale et est en train de devenir aveugle et sourde, et doit ainsi passer beaucoup de temps à l'hôpital. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours la sœur de Clara, Katerina, qui emmène Anna à l'hôpital et Clara n'est jamais autorisée à l'accompagner. C'est vraiment bizarre. Dans le même temps, Clara commence à recevoir des instructions par SMS et email d'un mystérieux médecin. Ce docteur serait la seule personne à savoir comment soigner Anna. Clara n'a jamais rencontré ce mystérieux docteur, sauf une fois dans une voiture, dans le noir. Compliqué de voir le visage. Et ce jour-là, il lui a montré son passeport diplomatique ainsi que les dossiers médicaux d'Anna. Quand Anna est à la maison, elle décrit les histoires horrifiantes des abus sexuels qu'elle a subis auparavant en Norvège. Pendant les jours où Anna était hospitalisée, Clara était censée lui parler plusieurs fois par jour au téléphone pour qu'elle entende sa maman pendant qu'elle était inconsciente. Il y avait cependant un petit problème dont Clara n'avait pas eu connaissance jusqu'au procès. Anna n'existait pas. En réalité, elle était une adulte d'une 30aine d'années, nommée Barbora Sklorva, une psychopathe amie avec la sœur de Clara, Katerina, qui devient la personne la plus mystérieuse dans cette affaire. Barbora a donc profité de son apparence jeune pour manipuler la faible et soumise Clara, à tel point que celle-ci commençait à torturer ses propres enfants. Selon les examens médicaux qu'elle a subis pendant l'enquête, Barbora a une réduction mammaire, une liposuction et n'a jamais eu de rapport sexuel, malgré ses nombreuses descriptions d'abus. Mais qui est cette Barbora ? Selon certains experts, elle souffrirait de sérieux problèmes mentaux qui nécessiteraient un traitement médical. Et d'autres disent que c'est juste une super bonne actrice qui jouerait le rôle d'une petite fille intentionnellement pour participer à la torture de 2 petits garçons. C'est relativement glauque. Comme les enquêteurs l'ont découvert grâce aux messages et emails,
Clara continuait de recevoir de mauvaises nouvelles à propos de l'état de santé d'Anna. Un jour, Clara a appris qu'Anna avait été kidnappée de l'hôpital et pendant qu'elle s'inquiétait pour sa vie, Anna était en vacances en montagne. Il a été prouvé par la suite que tous les messages et emails provenaient des téléphones et ordinateurs d'Anna et Katerina. Ils ont également découvert que Barbora, donc aka Anna, n'avait eu aucun problème à se créer une nouvelle identité. C'était son idée de créer l'identité d'Anna. Elle s'est donc servie de Clara pour avoir un toit. Avec l'aide de son père Joseph, le père de Barbora, aka Anna, et de la sœur de Clara, Katerina, ils ont réussi à tromper les autorités et obtenir tous les documents qui prouvaient qu'elle avait 13 ans. En fait, Joseph, le papa de Barbora, donc Anna, était l'un des dirigeants de la secte du mouvement international du Graal dont Anna était une membre. La secte avait quelques adhérents et ils ont dit à Clara qu'ils ne pouvaient pas se montrer au grand jour car ils aidaient Anna en secret et utilisaient leurs propres ressources pour le faire. Bref, Clara est tombée dans une spirale infernale de manipulation. En 2006, Clara faisait de moins en moins attention à ses fils qui passaient de plus en plus de temps chez leurs grands-parents. Clara, qui aidait beaucoup Anna à surpasser son traumatisme, a décidé de l'adopter. Mais le mystérieux docteur lui a dit que ce ne serait pas possible car les autorités ne laisseraient pas l'adoption se faire car ses fils étaient méchants avec Anna. Clara avait donc besoin de purger ses fils d'un esprit diabolique. Et elle devait commencer une thérapie pour cela. Le docteur a recommandé à Clara une discipline très stricte et des punitions physiques. Clara a alors commencé à battre régulièrement ses deux fils pour n'importe quoi. Utiliser ses mains, une ceinture ou une cuillère en bois. Elle les enfermait dans les placards ou la salle de bain et ils y passaient la nuit. Une vraie horreur. Ensuite, août 2006, direction la campagne tchèque dans un petit village qui s'appelle Veverska Bitiska. Pour les deux garçons, il s'agissait plutôt de l'enfer sur terre où ils ont passé les pire moment de leur vie. Âme sensible s'abstenir. Le machiavélique docteur a déclaré que la thérapie de Clara ne marchait pas et qu'il fallait passer aux choses sérieuses. Clara devait arrêter de se comporter comme leur mère. Prendre les deux garçons et quitter leur maison pour se rendre dans une maison dans les bois de Veverska Bitiska. Lors de ce séjour de souffrance, ils y ont rencontré Jan, le frère de Barbora, et rejoint leur tante Katrina. L'horreur commence. Les garçons étaient enfermés dans des cages pour chiens où ils ne pouvaient que s'agenouiller et ils ne quittaient même pas la cage pour manger ou pour faire leurs besoins. Ils n'avaient pas le droit de communiquer entre eux. Leur maman, Clara, ne pouvait même pas venir les voir et les consoler. Ils étaient brûlés avec des cigarettes, griffés avec des fourchettes, attachés avec des cordes, étaient forcés de dire des gros mots et devaient se frapper entre eux. Vous imaginez la souffrance, c'est horrible. Oh. En le lisant, c'est chaud, hein. Bon, allez, on continue. Pendant les 8 jours dans le cottage, on prétendait battre aussi Anna pour que les garçons ne pensent pas qu'elle était privilégiée. Mais c'était faux. Tout s'est déroulé selon les instructions du machiavélique docteur. Le rôle de Clara était de préférer Anna à ses fils. Septembre 2006, Clara a lancé la procédure d'adoption. Une des conditions requises par la justice est un échantillon d'ADN d'Anna, mais le docteur ne l'a pas autorisé. Il disait que c'était dangereux puisqu'ils auraient découvert qu'Anna souffrait de leucémie. Pour rendre les choses encore plus compliquées, Katerina a convaincu la fille d'un acteur local, Victor Scala, d'aller au tribunal à la place d'Anna. Victor a par la suite confirmé avoir accepté, mais a nié toute implication dans l'affaire. Ceci a fonctionné et la cour a accepté l'adoption. À ce moment, Clara avait confié ses fils à sa sœur Katrina et vivait à présent seulement avec Anna. Jakub allait à une école près de Brno, en République tchèque bien entendu, et Ondrej était scolarisé à la maison sous la responsabilité de Katrina. Allez, maintenant, on retourne au début de l'histoire. Donc, en janvier 2007, Ondrej et Jakub sont retournés vivre chez leur maman Clara, pendant que le docteur arrangeait une nouvelle maison pour eux à Kurim. Alors qu'Anna avait une jolie chambre peinte en jaune avec plein de jouets, les garçons, eux, étaient souvent enfermés dans une pièce sombre. Vous vous rappelez d'Edouard ? En tout début d'histoire, eh ben on le retrouve. C'est là qu'Edouard T a branché son babyphone à sa télé et a découvert dans quelles conditions vivaient les deux enfants. Jakub et Ondrej. Après que la police soit arrivée sur place, ils ont placé les 3 enfants dans un foyer, mais la même nuit, Anna s'est enfuie et a disparu, se rendant cette fois-ci à Oslo en Norvège. Là, de septembre à décembre 2007, elle s'est fait passer pour un garçon de 10 ans, se prénommant Adam, et a réussi à s'infiltrer dans une école élémentaire. Putain, elle est rusée quand même, hein. Cependant, ses camarades de classe et ses professeurs ont commencé à trouver ses actions très bizarres. Un jour, pendant un cours de dessin, elle a peint un horrible dessin de 7 enfants en sang et hurlant avec les numéros de 1 à 7 inscrits sur eux. Adam s'était peint
lui-même sous le numéro 7. La maîtresse a alors appelé la police qui l'ont interrogé et en prenant ses empreintes, ils ont découvert qu'il s'agissait de la fugitive de 33 ans, Barbora Sklorova. C'est difficile à dire. Ils l'ont alors extradée immédiatement vers la République tchèque. Et on y va maintenant pour le procès. C'est en juin 2008 que le procès s'est ouvert au tribunal régional de Brno. Donc, les condamnations. Klara Moerova, donc la maman, a été condamnée à 9 ans de prison. La tante des garçons, donc Katerina Moerova, a été condamnée à 10 ans de prison. Jan, le frère de Barbora, qui, selon les témoignages de certaines personnes, serait le mystérieux docteur, et il a été condamné à 7 ans de prison. Et Barbora, elle a été condamnée à 5 ans de prison et a bénéficié d'une libération conditionnelle le 8 février 2012. Franchement, c'est une histoire de dingue. Voilà, c'était tout pour moi. Je rappelle, on est les frères opaques, on fait des vidéos urbex et paranormal. N'hésitez pas à aller checker notre chaîne. Bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse. Salut les curieuses, salut les curieux.